Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. Occupé sans discontinuité depuis 1993, La Chapelle, rue Daniele Casanova, est le plus vieux squat de Toulouse. Géré par l'association L'Atelier Idéal, référence à un poème écrit par Jerry Wolff, artiste tchèque qui vécut un temps et mourut même dans cet endroit, cet ancien bâtiment religieux se veut, pour les initiateurs de cette occupation, un moyen de dénoncer en 1993 contre la gentrification imposée au centre-ville par l'administration d'alors de Dominique Baudis, où comment, petit à petit, les classes populaires sont poussées vers l'extérieur de Toulouse par une pratique immobilière plutôt agressive dont la conséquence est une hausse astronomique du prix du bâti, rendant quasi impossible toute possibilité de modération des loyers. En presque 25 ans, La Chapelle est devenue un des piliers toulousains de la contre-culture, fondant sa ligne éditoriale sur une défense de la poésie contre la marchandise et sur le pari d'une ville à vivre et non à consommer. C'est un lieu qui défend clairement une vision libertaire de la société dans un fonctionnement autogestionnaire. Musique impro, théâtre de création, festival de BD, rock, chanson, art plastique sous toutes ses formes, prise de parole tout azimut, accueil de groupes militants comme les Indignés ou comme le CREA, le collectif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion, œuvrant sur le large front du mal logement, intervention d'AMAP. La Chapelle, selon ses animateurs, veut interroger le monde tel qu'il ne va pas et donc proposer tout un tas d'alternatives. Longtemps propriété de l'archevêché de Toulouse, puis rachetée par la mairie de Toulouse, époque Cohen-Belloubet en 2009, La Chapelle pourrait à nouveau changer de propriétaire. En effet, après 25 ans d'activisme culturel forcené, après avoir subi les interventions des huissiers ou de la force publique, être menacés d'expulsion, les animateurs de La Chapelle nous apprennent ce matin, par un joyeux communiqué de presse, qu'ils sont sur le point de conclure des négociations entamées sous Cohen en 2010 et continuées avec la mairie Moudenc, d'où il ressort l'instauration pour La Chapelle d'un bail amphithéotique de 40 ans pour l'Atelier Idéal contre le versement d'une redevance de 500 € par an, assortie d'une promesse unilatérale de vente qui permettrait la vente de La Chapelle à l'Atelier Idéal au prix déjà négocié de 100 000 € dans la limite de 5 ans. 5 ans pour trouver du fric. Eh bien, l'Atelier Idéal s'apprête à lancer un appel à dons. Plus de renseignements sur le site Atelier Idéal, ATELIERIDEAL.l'autre, LAUTRE.net. Une bonne nouvelle, non, pour commencer cette émission. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Et pour la 4e fois, c'est loin de nos bases que ce numéro de Caramel Mou est enregistré. Merci à Radio d'accueillir ainsi nos élucubrations hebdomadaires. Et bravo à Veolia d'avoir réussi le trait d'humour le plus pertinent de l'année. Vraiment noyer les studios de campus le jour de la journée mondiale de la radio. Fallait oser. C'est d'ailleurs à cela qu'on les reconnaît. En fin d'émission, notre bon professeur Thibaut nous régalera d'une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, âme sensible s'abstenir, et puis Manu Muret a repéré quelques concerts la semaine prochaine à ne surtout pas rater, liste complète dans le courant de ce 768e numéro. Et puis je recevrai Mustapha Amokran pour la réédition augmentée de 5 nouveaux titres de l'album Motivé, avec concert à suivre jeudi et vendredi prochain, 30 et 31 mars à la Bourse du Travail.
travaille également dans ce studio avec nous Élise Delestré de l'association Contre-Courant et le slammer toulousain Seb Seb pour la 10e nuit du slam qui commencera à 12h30 et puis se poursuivra jusqu'à très tard dans la nuit, d'abord à Ombre Blanche et ensuite à l'espace Bonnefoy. Voilà pour le programme, mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Paru fin novembre dernier, fin novembre 2016, le deuxième EP des Toulousaines de Blow the Man Down nous montre un groupe enthousiaste fonctionnant à l'énergie et élaborant un rock plutôt solide entre Casabian, Arcade Fire and The Last Shadow Puppets. Blow the Man Down sont programmés demain soir au Rex dans le cadre de la 13e semaine du rock. C'est donc demain soir 1er avril, Blow the Man Down 10, extrait de leur deuxième album éponyme. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Smartest mind that's moving to your delicate fingers. And you played so hard with things that drizzle going in horribly dangerous swaggle. Hooks you in your seat, you're gonna go for the most dangerous journey in your life. It's not an attraction that'll make you forget to regret your little dirty fucking trip. And you go away so far, dragging his purple patch wagon. Roller coasters in a cloud of dust, from corners of the world and magic peaks of fear. Will you be able to repair what you create with your pride? And the horizon, keep your feet to righty tonight. Rise quick and clean, don't know, be confident. We do those tough fools box under your weight. Shout if you cry, oh baby, you know. Around the boat we take you somewhere no one can hear you. And do you understand, victim of a judgment? The time is cruel and the past is frozen. And you go away so far, dragging his purple patch wagon.
Blauseman Down, donc demain soir 25 mars au Rex dans le cadre de cette 13e semaine du rock toulousaine organisée par l'association Progressons. Qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou, toujours Radio Campus, même si cette émission est enregistrée dans les locaux de Radio. Et on commence tout de suite avec la Nuit du Slam qui va nous occuper demain soir. Ça se passera d'abord à Ombre Blanche, ça continuera ensuite à l'espace Bonnefoy. Et pour nous parler de cette manifestation, Élise Delestré de l'association Contre-Courant qui est arrivée flanquée d'un slammer toulousain, Seb. Bonsoir. Bonsoir. Élise, d'abord une première question. Cette Nuit du Slam en est à sa 10e édition. Vous pouvez un peu nous rappeler les tenants et les aboutissants de cette manifestation ? J'allais dire voulu un peu par les institutionnels, c'est né du côté du ministère, non ? Alors, c'est pas né du côté du ministère, c'est né d'une rencontre d'associations locales et du ministère, en fait, pour essayer de valoriser cette discipline sous couvert de l'institution et pour arriver justement à créer cette rencontre entre terrain associatif et institution. Voilà. Mais ce n'est pas une initiative ministérielle. Il s'agissait de quoi ? Je rappelle simplement que cette manifestation se trouve dans le cadre plus général de la semaine de la langue française et de la francophonie. Il s'agissait de quoi en montant cette Nuit du Slam ? Qui est un festival, j'allais dire, itinérant et qui se passe cette année dans une dizaine de villes en France. Exactement, c'est un festival itinérant qui rentre du coup dans le cadre de la semaine française et de la langue française et de la francophonie, tout simplement parce que l'idée initiale était de valoriser l'aspect poétique, l'aspect justement déclamation, etc., improvisation et ce type de forme-là, et non le rattachement au hip-hop qu'on peut en faire de manière générale, même si c'est absolument pas une forme qu'on critique et de laquelle on se détache absolument, mais pour arriver à montrer aux gens un petit peu la différence entre les deux. Et donc le ministère, au cours de différentes réunions, a pu comprendre ça et s'est engagé à nous soutenir dans le cadre justement de la semaine de la langue française et de la francophonie pour cette valorisation-là, puisque c'est aussi en parallèle le printemps des poètes, et ce genre de festival. Bon, c'est vrai qu'il y a 10 ans, pour que le ministère de la Culture comprenne un peu l'intérêt du slam, il y avait quand même à cette époque l'émergence de Grand Corps Malade, l'émergence d'Abdelmalik, l'émergence d'une scène qu'on appelait la scène slam hexagonale à ce moment-là. En même temps, on redécouvrait la poétrie de l'autre côté des États-Unis. On s'apercevait que les Américains faisaient ça aussi depuis belle lurette. 10 ans plus tard, c'est vrai que cette scène slam, et on en parlera tout à l'heure avec Seb, cette scène slam est un peu moins visible. Elle existe toujours, mais elle a moins la cote, au moins dans les gros médias. Est-ce que du côté du ministère, c'est toujours une opération qui est largement soutenue ? Oui, largement. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai que leur soutien nous permet d'avoir de la visibilité et, comme je disais tout à l'heure, de toucher aussi un nouveau public et un public qui n'est pas directement sensibilisé, tel que les festivals de littérature, les poètes, etc., qui sont des univers en fait que le slam s'est approprié et un petit peu modernisé. Et donc c'est vrai que le ministère, à travers cette opération-là et son soutien, nous permet d'entrer un petit peu dans ce monde-là et de donner de la visibilité à différents acteurs. C'est pour ça que pour les 10 ans, on a souhaité développer l'événement dans 10 villes auprès de collectifs de taille très très variée, mais qui montrent justement l'énergie et la motivation qu'il peut y avoir sur le terrain avec ces associations et ces collectifs qui font tout. C'est vrai que cette année, au niveau de la programmation, de la logistique, de l'organisation entre les villes, c'est vous qui vous occupez de ce large travail. Ça a été confié donc à Contre-Courant de Toulouse. Exactement. Chaque année, on essaye de faire tourner un petit peu la coordination. Il s'est trouvé que nous, par chance, on a une association qui est plus structurée que certains des collectifs qui nous accompagnent. Donc, il nous a semblé normal, du coup, de faire le travail de coordination qui est du coup un petit peu plus lourd.
pour justement arriver, toujours pareil, à faire résonner les autres structures, les autres slammers, et puis surtout créer des échanges, créer des rencontres entre les artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, créer des échanges de spectacles. Et nous, on a plus de facilité à le faire du fait qu'on a une structure quand même plus présente. Donc je le disais en début d'interview, une journée, une nuit du slam qui va commencer à Ombre Blanche, librairie mythique à Toulouse-Silanais, donc pour du slam dans le petit café qui est coincé au beau milieu de la librairie. C'est ça. Et après, les festivités se continueront du côté du Faubourg Bonnefoy, l'espace Bonnefoy, centre culturel municipal. Vous pouvez un peu nous dire ce qu'on va y voir ? Oui, tout à fait. Demain midi à Ombre Blanche, ce sera une scène ouverte au slam, donc il y aura des slammers locaux, des slammers qui viendront d'un peu partout, qui viendront nous dire leurs textes de la façon la plus spontanée et la plus slam, en tout cas la plus scène ouverte possible. Et ensuite, à 15h30, il est prévu au Centre culturel Bonnefoy le goûter slam. Ce sera une restitution avec, on a prévu pour le goûter d'avoir aussi des jeunes de 80 à 90 ans qui vont venir de Tournefeuille. Et il y aura tout un tas d'ateliers qu'on a fait tout au long de l'année avec les autres slammers de contre-courant qui viendront restituer leur travail. Donc vous pouvez en citer deux, trois ? Mes collègues slammers, tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a Zédrine qui fait pas mal d'ateliers. Luc Ascans aussi qui a un groupe qui s'appelle Skin and Wire. Zédrine, je crois qu'on écoutera tout à l'heure le son de Dom Spiro. Voilà, son dernier projet. C'est ça. Et Julie aussi qui fait pas mal d'ateliers. Je crois que j'ai fait le tour pour l'instant de nous quatre. Ouais, et après il y a pas mal de slammers. Le collectif est un peu en mouvement, surtout sur les nuits du slam, puisque l'idée c'est de pas cloisonner. Et du coup, on a des slammeuses notamment. On essaye de faire très très attention à ce qu'on appelle l'égalité homme-femme, mais parce que dans le spectacle c'est quand même un petit peu difficile. Et donc on a. Oui, pour des filles d'émerger, c'est ça que vous voulez dire. Oui, bah, c'est-à-dire que. Ne parlez pas par ellipse. Allez-y jusqu'au bout. Et donc on a aussi Mine de Rien qui sera présente. On aura Cristal, on aura ces slameuses-là. On aura Aurore Chevalier qui va passer, qui sont des femmes qui sont extrêmement présentes dans l'univers slam, et pareil, qui font vivre justement toutes ces scènes, qui font pas mal d'ateliers, qui font pas mal de choses. Et donc après ces ateliers, le concert débutera aux alentours de 20h30, 21h, avec quand même une curiosité. Donc il y aura Dom Spiro à partir de 21h45, donc le dernier projet de Zédrine, il était venu nous en parler ici à Caramel Mou courant de novembre. Il y a La Reine des Aveugles. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, il va falloir quand même que tu réécoutes son dernier album, paru l'an dernier. Il me semblait pas que j'avais entendu du slam dans ce qu'elle produisait. C'est plutôt de la chanson française. Je l'ai réécouté cet après-midi. Je confirme, c'est bien de la chanson française. Oui. Que vient faire La Reine des Aveugles, donc Émilie Perrin, dans un contexte slam? En fait, l'idée, c'est de brasser des disciplines qui se ressemblent et des gens qui sont un petit peu du même univers que nous. Et donc, à travers la poésie, à travers les jeux de scène, à travers l'improvisation, à travers le travail sur le corps et la voix. Et du coup, c'est pas cloisonné au slam à proprement parler. Ça peut s'ouvrir sur le spoken word, ça peut s'ouvrir sur ce qu'on appelle le chanter-parler. Et c'est pour ça que, du coup, on a souhaité recevoir la Reine des Aveugles, puisqu'ils ont une forme qui est extrêmement théâtralisée, qui est très humoristique aussi, qui est très critique. Et très acide, oui. Très acide, vous voyez, et c'est aussi là-dessus qu'on travaille. Donc ça nous a paru complètement logique, mais cette année en plus, pour aller jusqu'au bout de l'éloignement qu'on peut trouver dans le propos slam à proprement parler, on travaille aussi avec La Mèche, qui est un collectif d'artistes, qui va faire du coup des live paintings autour des 10 mots de la langue française sur lesquels on travaille cette année, qui va exposer autour des 10 mots. Enfin, l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'univers pour permettre à un maximum de gens d'être touchés et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Très bien. C'est une ouverture d'horizon en fait. La Mèche, la semaine dernière, qui organisait une soirée. Tout à fait. On a fait un partenariat avec eux. Et donc, on a des slammers qui sont allés en ouverture pour le vernissage faire ce qu'on appelait un open slam. Et de l'autre côté, eux viennent donc faire leur live painting. On va avoir un atelier de sérigraphie autour des 10 mots. Donc, on invite les gens à amener leur t-shirt, leur tissu, ce qu'ils ont envie de sérigraphier. Deux mots sur l'opération Les 10 mots.
Alors les 10 mots, c'est une opération sur laquelle la délégation de la langue française et de la francophonie travaille toute l'année et donc mis en valeur au cours de la semaine de la langue française. Ces 10 mots qui chaque année sont sélectionnés par un comité dont je vous passerai l'explication et la sélection parce que c'est très complexe et que c'est très long. Mais en tout cas, c'est différents pays francophones qui sélectionnent des mots autour d'un thème. Cette année, le thème étant 10 mois 10 mots sur la toile. Et donc, plus que nous valorisons la langue française, c'est des anglicismes qui sont traduits en français. Donc, on a notamment nuage pour le cloud, on a pirate qui, pour le coup, n'a pas été trop dévié. On a un mot qu'on trouve quand même génial qui s'appelle télésnobé, qui nous vient de Belgique. Après, je ne sais pas si je vous les cite tous. Pas forcément. En tout cas, toutes les infos sont à retrouver sur le site du ministère. Mais et donc, le but du jeu, là, c'est d'écrire des textes utilisant ces 10 mots. Exactement. Très bien. Et là, le résultat sera donné dans un des ateliers de l'après-midi ? Ça va être restitué sur des scènes et surtout, on a inventé un jeu. Alors ça, c'est pas que des slammeurs qui l'ont inventé, c'est un peu des producteurs qui avaient envie de rigoler. C'est qu'on a ce qu'on appelle le cabaret slam, qui est un échange d'artistes donc avec toutes les villes de France concernées par les Nuits du Slam. On fait monter nos slammeurs sur scène, on met leur petit nom dans un chapeau, on met les 10 mots dans un chapeau et on tire au sort un slammeur, un mot. Et ils ont 40 minutes pour écrire et pour restituer donc leur texte de 3 minutes autour de ce mot-là. Et donc ça sera juste avant la Reine des Aveugles, dans le cadre du Cabaret Slam, donc à l'espace Bonnefoy, demain soir. Seb, vous êtes, j'allais dire, un historique de la scène slam toulousaine. Enfin, en tout cas, ça fait belle lurette qu'on vous entend, justement dans des scènes ouvertes. Et il y a eu plein de scènes ouvertes à un moment donné sur Toulouse. J'ai l'impression qu'il y en a moins ces derniers temps. Oui, ça s'est un petit peu calmé, mais ça va reprendre gentiment. Là, il y a pas mal de monde qui continue à en animer. C'est les scènes comme dans toutes les villes. D'abord, elles-mêmes, les scènes mensuelles vont avoir des hauts et des bas. Et puis les villes, pareil, comme vous en avez parlé tout à l'heure, le poste Grand Corps Malade en fait donne un gros coup dur finalement au milieu du slam qui était des milieux jusqu'à preuve du contraire amateurs où tout d'un coup il se retrouve à y avoir de l'argent. Moi je trouve qu'au contraire la scène slam a bien repris à Toulouse depuis. Elle a repris du poil de la bête plutôt. Alors que si je peux préciser, Grand Corps Malade lui pour le coup est pas du tout dans ce truc hyper élitiste. Au contraire, c'est effectivement c'est quelqu'un qui a donné une image du slam dans laquelle c'est hyper difficile de sortir. Mais par ailleurs c'est quelqu'un qui collabore aussi énormément avec les petites structures locales comme la nôtre ou une structure qui s'appelle Alix Slam de France pour monter des projets et c'est quelqu'un qui nous aide vraiment à développer un travail de terrain et un petit travail de fourmi, ce qui est du coup hyper paradoxal avec ce cadre dans lequel on nous met en nous demandant tout le temps si on fait du Grand Corps Malade quoi. Oui, je parle pas de lui, je parle plutôt d'Universal en l'occurrence. Voilà. Oui, c'est ça. Seb, pour votre part, comment vous en êtes arrivé à choisir cette forme d'écriture ? Moi, j'arrivais du reggae, en fait, le reggae dancehall, où à l'époque, pour s'imposer sur scène, il fallait quand même traverser toute une foule assez agressive pour arriver jusqu'au micro. C'était assez chouette, c'était une bonne ambiance et j'en tire une bonne expérience. Et puis, à un moment, les micros se sont fermés un petit peu dans cet univers-là, la reggae dancehall, qui était déjà un petit peu fermé, selon certains points de vue, en tout cas. Et j'ai découvert le slam, où finalement, on applaudit les gens avant de monter sur scène. Et puis on les applaudit encore après, et ça m'a donné envie. Ouais, ça m'a donné envie, cette bienveillance que j'ai pas trouvée dans plein d'autres milieux. Voilà. Vous nous avez amené un texte, c'est peut-être le moment de nous le dire ? Avec grand plaisir, ma foi. Voilà, Seb, en direct dans Caramel Mou. Exactement, l'histoire du petit grain. Sur la plage de l'humanité, sont pour l'éternité. Les vivants et les morts, ils sont passés, sont allés. Tu prends une poignée de sable, tu la sens impalpable. Et pendant qu'elle s'échappe, soudain la vérité te frappe. Beaucoup de ces petits grains que tu tiens dans ta main, la plupart ne brillent pas. Et seulement quelques-uns sont vraiment beaucoup plus brillants, semblent plus importants. Ils reflètent plus fort, plus grand, la lune, le soleil, le vent. Et le grain parle à ton âme d'enfant et il dit: c'est moi qui porte l'homme, moi qui porte l'âme, moi qui porte l'amour, porte la lumière. Et la vérité pèse au moins le poids d'un âne mort, c'est certain. Et la surprise pour l'aveugle ou le sourd est un vaccin. Et le pouvoir, la haine et l'indifférence sont les déguisements de la peur drapée de son silence. Une inspi qui n'en finit pas, faire de l'or avec cette merde-là, une mémoire qui n'en finit pas, de la pire des merdes tirée du 24 quarts. La souffrance est la même pour tous ceux qui entendent sa voix. Chacun porte sa croix, quoi que tu aies vécu et quoi que tu sois. Et la seule vérité, c'est de s'accorder le droit d'être heureux, celui d'être malheureux, de s'accorder le droit à l'erreur vieux, le droit à l'échec, celui de jouir de ses victoires, de cultiver l'amour, la paix, le bien-être matin et soir.
Je suis le grain de sable qui brille plus dans la poignée que tu tiens. Parfois c'est dur, parfois c'est bien. Comme tous les autres grains, je m'échappe de ta main. Alors prends mon amour quand il vient, car nul ne sait ce que sera demain. Merci. Mustapha Moukran, si je me souviens bien, à un moment donné, le tactique collectif avait un peu essayé de faire émerger des slameurs. Oui, c'était une grande découverte pour nous il y a 10 ans, en 2006-2007, on découvrait des soirées quand on allait faire des concerts en banlieue parisienne et à Paris, une soirée qui s'appelait les soirées bouche à oreille. Et d'ailleurs, on voyait Grand Corps Malade, qui n'était pas la vedette qu'il est aujourd'hui, mais enfin, il était déjà un bon, quoi. Assez reconnu, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il avait une performance, et puis bon, après, mais il y avait toutes sortes de styles, hein, notamment... je me rappelle de deux filles qui s'appelaient Droupi et Techa qui faisaient un truc super. Je me souviens de Arloz aussi, enfin de gens comme ça. Enfin, c'était des soirées. Donc c'est vrai qu'on avait pris notre teutard, comme on dit. C'est-à-dire un moment, voilà, de découvrir une parole comme ça qui nous signifiait des choses par rapport à la capacité d'expression des gens. C'est-à-dire comment on peut à un moment. Je suis assez d'accord sur l'idée d'amateurisme au sens artisanal du terme. C'est-à-dire comment, à un moment, on peut produire soi-même son expression. C'est quand même la philosophie la plus intéressante qui soit dans l'art en général, je trouve. Et il me semble que Zedrine, c'est dans une soirée tactique collective que je l'ai découvert, peut-être au Bijou, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Très vite, dès au Festival Origine Contrôlée 2007, aux Argoulets, on avait organisé la première soirée. Mais bon, comme on a souvent fait, d'ailleurs, dans notre histoire, grâce à nos mouvements permanent, nos tournées, on a rencontré des dynamiques collectives partout et on s'en est inspiré sans aucun scrupule en se disant mais oui, mais c'est super ça, je vais le faire chez moi. Et c'est comme ça qu'on a fait les premières soirées, la première soirée slam en 2007 aux Argoulets où il y avait après il y a eu Zedrine et d'autres gens, et après bon il y avait aussi de l'autonomie bien sûr. C'est vrai qu'après il y a tout l'intérêt de l'organisation, c'est-à-dire de comment à partir d'une démarche individuelle on s'approprie l'espace public. C'est une démarche citoyenne, hein, donc Et ça, on en parlera peut-être dans quelques minutes quand on va commencer à parler de l'album Démotivé. En attendant, Seb, la suite pour vous, c'est quoi ? Il y a ce projet avec la slameuse Aurore Chevalier. Oui, alors Aurore, c'est avant d'être une collègue, c'est aussi une petite sœur, une amie, en fait, une vraie amie. Donc on a tout un répertoire qu'on a monté ensemble. Elle a son spectacle en solo qui marche vachement bien. Et puis j'ai le mien aussi, moi, de mon côté, qui s'appelle Proverbial et qui joue un peu à droite à gauche. Voilà. Et le propos de votre duo, c'est quoi ? Alors, le propos de notre duo, comme on appelait ça, du rapport norme. C'est un peu comme dans tout ce qu'on fait avec Aurore, dans tout ce qu'on vit, c'est un peu on s'en fout. En fait, voilà, c'est du gratuit et puis de faire des morceaux qui tabassent et puis qui nous fassent plaisir et les partager sur scène, en fait. Très bien, donc ça, on ne verra pas ça la semaine prochaine dans la 10e édition des Nuits du Slam. Seb sera là, mais pas sur scène, il animera des ateliers, il sera autour des groupes qui seront à l'espace Bonnefoy à partir de 15h l'après-midi. On risque de voir aussi à Ombre Blanche à partir de midi. Oui, Élise. Et surtout, j'allais dire, il animera le tournoi puisqu'on va faire la sélection régionale de la Coupe de la Ligue Slam de France et Seb, comme un super animateur, comme il sait le faire à chaque fois, va du coup animer cette scène-là qui va permettre de nous faire sélectionner donc les représentants, j'allais dire Midi-Pyrénées, Occitanie, sur la scène nationale. Oui. C'est vrai qu'il faut faire cette précision géographique. Et je voulais juste rajouter nous sommes agrandis. Pardon, qu'effectivement, j'en ai pas parlé, mais Moussé en face, pendant un petit moment, c'était le Tactique Collectif aussi qui filait un sacré coup de main sur la Nuit du Slam, à l'époque où le festival avait lieu à Myris. Et voilà, et merci du coup de cet accompagnement. Mais c'est vrai que c'était important pour nous de savourer, je veux dire, toutes ces découvertes, quoi. De rencontrer des gens qui ne sont pas dans le sérail du show business, quoi, artistique. Oui.
Ouais, c'est ça, c'est des moments de partage et c'est vraiment comme disait Mousse, une initiative, le slam collaborative et citoyenne et individuelle quoi, de l'initiative. Oui, voilà. Et puis le slam tel que vous le décrivez s'inscrit complètement dans tout ce qui est pratique amateur et là aussi dans le sens artisanal. Donc je rappelle, la nuit du slam c'est demain, 25 mars, ça commence à partir de midi à Ombre Blanche, la librairie du côté de la rue Gambetta, et puis ça continuera à l'espace Bonnefoy à partir de 15h avec des scènes ouvertes, un tournoi, un cabaret, des concerts, enfin plein de choses jusqu'à assez tard dans la nuit. Au niveau des concerts, donc Zédrine à partir de 21h45, La Reine des Aveugles à 20h15, Zédrine qu'on écoute Dom Spiro. C'est vrai que c'est pas Zédrine, c'est Zédrine et une batteuse, puisque c'est son nouveau projet qu'il tourne un peu partout, d'abord à Toulouse et il commence à aller à l'extérieur, donc batteur-voix. On écoute tout de suite un extrait de l'album que Zédrine a fait paraître en novembre dernier, Léma Chancel, le premier morceau de l'album, Dum Spiro, donc à voir dans le cadre de la nuit du slam, de cette 10e nuit du slam, demain 21h45 à l'espace Bonnefoy. Merci Élise et merci Seb d'être... Merci à toi. Merci à toi de nous avoir reçus, Joe Kangourou. D'être venu nous parler de cette soirée. Virtuose, virtuelle, vertu vitrée, j'ai vu le vide, j'ai vite visé, j'avoue je vieillis, mais vous avec, à vivre ainsi, on se perd les mecs, visqueuse envie qui vrille nos veines, évite l'aveu et vire ta peine, le verre est plein, la ville est vaine, j'envie demain, le visage blême, j'avoue je vieillis, tu vis la même, les voiles fendus, les vivres à sec, on vote pour voir la rive adverse, arrive le soir et il pleut à verse, la grive noire vole à l'envers, lire l'avenir tient du mystère, les violons font vibrer les vitres, pour leur survivre j'avale des litres, 20h27 violet violent, le thème est vague, l'orage, le vent, dernière version des mêmes versets, de nouvelles causes, les mêmes effets, vaurien vaillant, vengeance aux lèvres, voyez comme ils viennent, voici la fièvre, Vladivostok par le premier vol, je m'arrime au doc, la fuite est folle, et j'entends, va vivre ailleurs, va vivre ailleurs. Ici la terre tremble et c'est le pays qui meurt. Des séries de signes sinistres, séquelles des siècles doux, l'hérésie de ceux qui résistent, menés à la potence, c'est fou. Ils m'apparaissent en rêve, me racontent l'histoire avant nous. C'est une rencontre avec soi-même, avant tout. Et comme les masques ne tombent jamais vraiment, se croyait à l'abri, en dessous. Alors on pensait qu'on supporterait tout, qu'on pourrait tout prendre, tout entendre. Mais tout est cendre, plus rien debout, plus rien à apprendre dans ce trou, ma naissance. Mais le reste passera loin de vous, longue vue. Évasion, la grande vie en vacances des siens, vision, vidée, des vies et des villes qu'on connaît. Tout est acquitté quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Tout est acquitté quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Les mâts chancellent, le ciel est sombre aujourd'hui. On se méfie des sirènes et on allonge le pas. Les mâts chancellent, le ciel est sombre aujourd'hui. On se méfie des sirènes et on allonge le pas. Les mâts chancellent, s'agitent et les voiles s'envolent. Ce goût de sel, en bouche on veut rendre sa bile. Se sentir seul, encore les pieds collés au sol. Et trouver belle la danse, le ballet des braves. Le ballet des braves. Et les bateaux prennent le large. Mais ils reviendront, non? Ils reviennent toujours. Les mâts chancellent, les mâts chancellent, les mâts chancellent. Tout
Tout est acquis et quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Tout est acquis et quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Goodbye. Goodbye petit continent, t'es trop petit, je peux plus faire semblant. Goodbye petit continent, t'es trop petit, je peux plus faire semblant. Goodbye sur ce continent, j'étais trop petit. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Mustapha Mokrane, rebonsoir. Exercice difficile, je vous dis bonjour, vous dites au revoir à Élise, une bise d'un côté, une poignée de main de l'autre. C'est vrai que la vie à la radio, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, alors, surtout quand le micro il marche pas. C'est vrai. Voilà, quand il marche, c'est beaucoup plus simple déjà. Ça arrivait jamais au Move, ça. Je suis sûr, ça arrivait jamais au Move. Non, mais en même temps, il y avait 8 techniciens derrière la console. Ah ouais, ça doit être ça. Justement, parlons-en 2 minutes. Je crois que je n'ai jamais discuté avec vous de cette expérience-là. Vous avez quand même été animateur radio pendant un petit moment. J'ai fait une saison sur le Move, sur une quotidienne qui s'appelait Francosonic, entre midi et 2, en direct, le plus souvent. Après, il y a eu quelques enregistrements parce que j'avais aussi la tournée. Et c'était donc une émission de musique, un peu d'humeur. Voilà, c'était vraiment une super expérience. J'ai vraiment kiffé parce qu'on a fait pas mal de live. Il y avait quelques moyens techniques qui permettaient des choses aussi. Et puis voilà, puis quelques extérieurs aussi. Une émission, j'ai un souvenir fantastique d'une émission qu'on avait fait en direct d'Alger. Ah oui, oui. Effectivement, il y avait des petits moyens. Voilà, c'est des trucs sympathiques. Et nous, quand on arrive à faire une émission depuis Saint-Cyprien en direct de la place Olivier, c'est déjà, déjà bien. Je dirais même que c'était assez impressionnant de voir à quel point les moyens étaient sous-utilisés. Parce que vraiment, c'était assez impressionnant de voir autant de moyens, y compris, c'était même pas lié à l'envie des gens. Les gens, ils avaient plutôt envie de faire que de se faire chier. Je veux dire, d'utiliser à fond le matos. Parce que bon, voilà, après, c'est une administration, c'est Radio France et tout, donc service public. Donc, mais à partir du moment où les choses sont calées et embrayées, tu peux avoir un camion à l'autre bout de la France, tu peux faire des duplex de partout, quasiment dans le monde. Bon, j'ai pas été partout dans le monde, mais j'ai fait des émissions en direct de Roubaix, de Rennes. C'était vraiment une expérience intéressante. Et puis ce qui était intéressant, c'était de pouvoir échanger en tant que musicien moi-même avec d'autres musiciens. C'était une émission de musique et de pouvoir échanger vraiment en posant des questions qu'on se pose en général plutôt dans les backstage, quoi, ou quand on se croise en disant mais comment t'as fait pour faire ce truc-là, parce que là vraiment, donc j'ai bien aimé. Donc là, on est là pour parler d'autre chose. On va faire un petit peu d'histoire, presque, j'allais dire. Réédition de l'album Motivé. Pour les plus jeunes, on va rappeler un peu qu'est-ce que c'est cet album. Album sorti en 1997. Le principe tout bête, on reprend des chants de lutte, des chants de révolte, et on les réadapte à la sauce, j'allais dire, toulousaine. À cette époque-là, il y avait ce qu'on commençait à appeler le rock festif, et c'est vrai qu'un peu Motivé rentre un peu dans cette cause-là de rock festif. Le rock festif, il y avait Spook and the Guy avec une version un peu latino qui était là-dessus. Il y avait Zebda, il y avait les Beautés Vulgaires, il y avait ce style de groupe qui était vraiment sur ce créneau-là, qui marquait un peu l'identité musicale toulousaine à l'époque. Et donc, un album marqué d'abord sur les reprises de chants de lutte italiens, espagnols, français. Du XXe siècle, les chants de lutte progressistes, combats progressistes, voire révolutionnaires. Est-ce que vraiment il y a des chants de lutte qui ne sont pas progressistes? Non, il n'y en a pas. C'est vrai que c'est intéressant. C'est une question, c'est la question qu'on peut poser. Pourquoi il n'y a pas d'artistes engagés de droite? Voilà. Non, mais moi j'ai une réponse à ça, si je peux me permettre. Ça risque d'éclairer l'auditeur moyen. Enfin, j'ai une réponse, c'est la mienne. Non, c'est qu'en général, les gens de droite considèrent la culture comme du divertissement.
Ah oui, oui. Ouais, oui, donc c'est pour ça qu'effectivement, ils n'en font pas quelque chose que l'on peut utiliser tous les jours. Exactement. Voilà. Donc, comment est né cet album? Donc, 97, un collectif de musiciens toulousains, mais comment est né cet album? Sur quelle nécessité? Sur quelle envie? Sur l'envie, tout simplement, qu'en tant qu'individu, citoyen donc toulousain, en participant aux manifs, et en étant justement dans des manifs, bon, il y en avait 8 sur 10 contre le Front National, et puis d'autres... sur les réformes des retraites, le plan Juppé à l'époque. Voilà, parce qu'on va rappeler un peu le contexte. 97, la sortie de l'album, mais vous commencez à en parler vers 95-96, et 95-96, c'est la réforme de la retraite voulue par Juppé, la révolte des cheminots, parce que ça a été quand même une grève emblématique de décembre 95, janvier 96. C'est des manifs à Toulouse de 80 000 personnes. Voilà, ouais. Non, mais je veux dire, il y avait du monde. C'était une vraie énergie comme ça. Malgré les tempêtes de neige pendant certaines manifestations. Et donc en assistant à ces manifs, on se disait, nous, que bon, en tant que musicien, on s'est tout de suite posé la question de la place de la musique dans tout ça. On trouvait les slogans pas toujours à la hauteur. Enfin, on trouvait que ça manquait de punchline, en fait. Ça, c'est vraiment des questions de musiciens. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on a du coup amorcé cette réflexion-là sur la musique en se disant, pourquoi on ne créerait pas des situations avec des musiques emblématiques de ces combats-là. Et donc, on a commencé à le faire d'abord en live. Alors après, il faut savoir, musicalement, tu avais tout à fait raison de le situer par rapport à l'état d'esprit musical de Toulouse. Nous, c'est dans le prolongement de 100% collègues, en fait, qu'on va faire. C'est vrai que j'avais oublié. 100% collègues, c'est-à-dire que nous, après avoir... On a fait Zebda, enfin, on est dans les 10 premières années de Zebda, parce que Zebda commence à la fin des années 80. Et puis, on fait Zebda. Bon, pour nous, c'est la découverte de l'espace musical en tant qu'acteur de cette expression-là. On va ensuite, dans les premières années, rencontrer des gens comme Bernardo Sandoval, comme Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy, qui sont des musiciens exceptionnels, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui taquinent une précision, une harmonie, un savoir-faire. Et ils vont nous accueillir à bras ouverts, nous qui sommes plutôt dans l'énergie, plutôt dans l'idée de mettre la patate avant tout, de mettre le pied au plafond plutôt que la note juste, enfin. Et ils vont nous accueillir à bras ouverts, c'est-à-dire que c'est comme et on va faire ce groupe 100% collègue qui va nous permettre... Ils vont vous ouvrir la famille. Exactement. Et c'est ce qui va nous permettre d'imaginer un projet comme celui-là. Parce que d'un coup, on se rend compte qu'en musique, en fait, on peut réaliser beaucoup de choses, quoi, dès qu'on a les bons alter ego. Ouais. Voilà. On parlera de collectif, mais là aussi, Motivé, c'est une aventure collective, de la même façon que 100% collègue, ça a été aussi une aventure collective. Donc cet album sort, moi je me souviens que personnellement, je l'ai découvert lors d'une fête de ce qu'on appelait à l'époque, allez ça y est, j'ai complètement oublié, ce qui est devenu le nouveau parti anticapitaliste. Une fête de la Ligue communiste. De la Ligue communiste révolutionnaire, qui va la LCR. coproduire l'album. Voilà. Et moi, j'ai découvert cet album à Ramonville lors d'une fête de la Ligue. Voilà. Donc en 97, ça doit être en septembre, quelque chose comme ça. Exactement, c'est la date de sortie, quoi. Donc il sort à ce moment-là et ça devient un truc complètement fou. On commence à l'écouter un peu à la radio. Je me souviens, Mermet le passait dans Là-bas si j'y suis sur France Inter. On commence à l'entendre aussi dans les manifs, et puis il y a cette version que vous faites du morceau écrit par Kessel et Druon, Le chant des partisans, qu'on entend partout. Il est écrit par Kessel, Druon et l'ayant droit, c'est-à-dire que c'est vraiment Kessel qui l'écrit les textes, et c'est une adaptation du chant des partisans soviétiques composé par Anna Marly. Alors, il y a un moment clé qui est assez fou, c'est qu'à Noël, en décembre donc 97, il y a les occupations d'Assédic. Parce que justement, il y a des revendications, enfin, c'est les mouvements de chômeurs qui vont émerger, naître, ils vont être assez forts. Et j'ai un souvenir comme ça où occupation d'Assédic à Arras, à Marseille, un peu partout en France, 20h PPDA, motivé derrière. C'est-à-dire qu'il y a un moment, cet album qu'on vendait comme ça par des réseaux militants, de la main à la main, dans des bars comme le Cactus à Toulouse, enfin, ou d'autres endroits, d'un coup, il va prendre une dimension insoupçonnée, inimaginable. Et c'est vrai que très vite, ça va diffuser partout. Vous allez faire des ventes énormes sur cet album. Je dis énorme pour le style d'album, donc autoproduit, énorme, tu peux le dire. Voilà, autoproduit, distribué par vos soins. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un objet fait maison. Qu'est-ce qui, 20 ans plus tard,
justifie le fait d'une réédition augmentée de 5 morceaux, on en parlera tout à l'heure, mais justifie cette réédition-là? Bon, ce qui le justifie, c'est avant tout de continuer à situer la place de la musique dans tout ça, parce qu'au fond, on se rend compte que nous, on est toujours sur la route, enfin, comme la majorité de tous nos amis musiciens, on continue à faire tant bien que mal, ou du mieux qu'on peut, notre activité de musicien, c'est-à-dire d'être au contact des gens, et puis on se rend compte qu'on a continué à cultiver cette idée de la transmission, en fait. Et comme on a privilégié la dimension artisanale, y compris dans le succès qu'on a pu avoir, que ce soit avec Zebda ou avec cet album-là, on a essayé il y a eu un moment où pour nous, une fois que le fantasme était assouvi, on n'a pas vu la nécessité de pousser le bouchon encore plus, et on a trouvé que ce contact-là était important. Donc quand on arrive, il y a quelques mois, un peu par hasard, on constate que ça fait 20 ans, qu'on n'a jamais vraiment fait de tournée avec ce projet, que c'est un album qui a vécu tout seul. Et puis on se rend compte qu'on est en période électorale, qu'on arrive dans une élection présidentielle, et on se pose la question, non mais il faut dire les choses comme elles sont, on se pose la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire en tant que citoyen? Et là on se dit que quand on fait le lien entre tout ça, on se rend compte qu'en fait c'est quand même un bon truc à faire que d'être en tournée avec un projet comme ça, que de ne pas être en tournée juste pour défendre comme ça juste un album. Bon, ça aurait pu, mais enfin en tout cas cette idée-là nous a semblé intéressante, y compris le fait de dire que 20 ans ça passe vite quand les gens te sourient, par exemple, quand les gens te regardent, et quand il y a un moment, cette idée d'harmonie et de recherche, parce que avec la musique et avec ces morceaux-là, ce sont des espaces particuliers qui se créent, c'est pas des meetings, c'est pas des réunions politiques, c'est l'idée qu'à un moment, après tout ça, après les meetings, après les réunions politiques, après les manifestations, on peut aussi se retrouver pour trinquer, boire un coup, danser un peu, parce que c'est comme l'idée du feu de camp dans les maquis espagnols pendant la guerre d'Espagne, ou dans les maquis français pendant la Seconde Guerre mondiale, ou ce genre de situation, ou même ceux qui sont en situation de guerre beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui, enfin je veux dire, peuvent allumer le feu, sortir la guitare et chanter un morceau parce que c'est nécessaire. Comment vous l'avez vécu à l'époque, donc 97, 98, 99, ce succès de Motivé et cette omniprésence dans tout le champ militant? On ne pouvait pas faire une manif sans qu'à un moment donné, soit on l'écoute, soit il y a des gens qui le chantent. Alors on l'a vécu d'abord, moi avec le recul, je le vois comme notre âge d'or, en fait, quand même. C'est-à-dire, on a un âge d'or dans notre parcours. Qu'est cette période-là, 98, de 97-2000, on va dire, en fait. On va dire jusqu'au septembre 2001, comme ça, c'est clair. Non, mais enfin, il y a une forme d'âge d'or, parce que c'est vrai que tu as raison. Un an après la sortie de Motivé, on sort le 3e album de Zebda qui s'appelle Essence Ordinaire, qui va être quand même un très très gros succès. Oui. Là, faut pas oublier que dans celui-là, il y a la chemise. Il y a tombé la chemise. Voilà. Et que ça aussi, ça va vous propulser aussi sur c'est un tube populaire, c'est pas un petit tube. Comment c'est fait, c'est pas une chanson qui a marché, quoi. Oui. C'est vraiment un gros tube populaire. Je dirais que moi à cette époque-là, je le vis avec beaucoup d'énergie, de joie et de. Enfin voilà, on est très heureux. Enfin, on ne le vit pas tous de la même manière, mais en tout cas pour ma part, on le vit plutôt comme ça, et on essaie de saisir toutes les opportunités pour construire. Alors ce qu'on va faire avec Motivé, c'est qu'on va développer la dimension autonome de notre collectif qui s'appelle le Tactique Collectif. Donc on va y revenir un peu au Tactique Collectif, mais juste avant peut-être revenir sur les musiciens qui œuvrent avec vous sur ces 5 nouveaux morceaux. Il y en a des nouveaux, il y en a des anciens, mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Alors il y a la réédition de l'album tel quel, et à l'époque cet album il est donc porté dans le prolongement de 100% Collect, donc c'est Philippe Dutheil, Marc de Chaumont, Raymond Mirail, Amestoy, Serge Lopez. Donc on va vraiment dans cette logique-là, j'en oublie, mais ils sont marqués dans le disque. Non, il y a Madol, si je me souviens bien. Annelore, bien sûr. Non, voilà, donc ça c'est la genèse du projet. Et puis cette année, dans le redémarrage, nous on le fait dans la logique, dans le prolongement aussi d'Origine Contrôlée, qui est notre projet musical avec Hakim, où on est aussi finalement dans la même logique, la place de la musique pour accompagner les travailleurs immigrés dans l'exil, donc chanson d'immigration algérienne. Donc il y a encore Serge, il y a Jean-Luc, mais
Il y a aussi Ghislain Rivera à la batterie, il y a Nicolas Llorit, Rachid Benalawa. Donc voilà, on va aussi on le faire aussi avec d'autres artistes un peu extérieurs comme Karimouche, comme Laetitia Dutèche de la Malcoiffée, enfin des gens puis sur la route, Gary de Massilia, Fredo des Orgues de Barbac, des gens qui peuvent aussi s'intégrer à cette idée de... Nous on aime bien l'idée d'orchestre quand même, tu vois, de backing band. C'est un spectacle en fait, avant tout. Ça veut dire que ces gens-là vont être invités sur certaines étapes de la tournée qui s'annonce et qui commence à être fournie. Je regardais hier sur votre site, c'est vrai que ça commence à... Vous en avez pour un petit moment, là. Ça va dépasser la présidentielle. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a un message quand même essentiel dans tout ça pour nous. Enfin, il y a un message essentiel, il y en a plein de messages. Il y a l'idée de participer enfin, je le disais un peu tout à l'heure, mais participer à l'occupation de l'espace public le plus possible. Nous, on est les musiciens de la bande, ok. Mais il y a d'autres gens, on s'inscrit en complémentarité d'autres démarches, donc c'est ça l'idéal. Donc, motiver amène une ligne éditoriale quand même. C'est-à-dire que tu programmes pas motiver... n'importe où. Ouais, c'est-à-dire qu'on est quasi sûr... On est quasi sûr qu'une mairie Front National nous invitera jamais, par exemple. Et si c'était le cas, je crois qu'on irait, parce que ça voudrait dire qu'après tout, notre message, il est limpide, et on ira saluer ceux qui sont pas avec eux. Voilà, pour pas amalgamer. Et stigmatiser. Exactement. Donc, je dirais que la tournée, elle continue après l'élection, parce qu'il y a aussi ce message intrinsèque qui est de dire, nous, de toute façon, au mois de juin, on sera toujours là. Voilà. Et élection ou pas élection, la lutte, il faudra peut-être la continuer. Exactement. C'est-à-dire, voilà, il ne s'agit pas de déménager ou je ne sais pas quoi, il ne s'agit pas même, y compris avec notre expérience, puisqu'on est quand même plus des gamins, mais on sait aussi que le rythme électoral, c'est pas forcément ce qui sert le plus à la démocratie. Je le disais tout à l'heure lorsqu'on parlait avec les gens de la Nuit du Slam, on a découvert avec cet album-là un groupe, une association, un parti politique, un groupe militant d'éducation populaire qui s'appelle le Tactique Collectif, avec cette idée que le collectif, ça va contre l'individualisme et contre le nationalisme, avec cette idée que la solution, elle passera d'abord par le collectif. Exactement. Et c'est ce que vous continuez à développer encore 20 ans plus tard. Exactement, c'est ce en quoi on croit encore aujourd'hui, encore plus, parce que, en tout cas, autant qu'avant, et peut-être plus, oui, finalement, parce qu'on se rend compte que bon, il y a la dimension d'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est cette idée de réfléchir ensemble à quelle est la place de la culture dans tout ça. Alors, il ne s'agit pas de dire on a les solutions à tous les problèmes, mais si on doit faire notre part, on pense qu'il est essentiel de travailler sur l'expression, y compris l'expression populaire, et de permettre à un moment qu'elle soit possible, d'une manière ou d'une autre. Alors on le fait avec des tas de gens prennent leur part. Et donc nous, dans l'idée collective, il y a cette idée-là, y compris pour comprendre que, en rapport avec nos identités en mouvement, donc elles peuvent nous échapper le temps d'une décennie, mais il s'agit de continuer à réfléchir pour les comprendre. Et je dis elles peuvent nous échapper parce qu'il y a une dimension multiple et plurielle dans nos identités. C'est-à-dire que si on n'échange pas, si on ne trouve pas les mots, si on ne lit pas, si on n'écoute pas de la musique, si on ne s'exprime pas, on peut difficilement trouver la manière de communiquer. Donc, comme en plus il y a une absence totale c'est pas une absence totale de volonté politique, c'est pas exactement ça, mais c'est qu'à un moment, les choses ne sont pas faites à la hauteur à laquelle elles devraient être faites selon nous. Avec le Tactique Collectif, donc qui est derrière ce projet de réédition, qui continue à œuvrer, mais peut-être plus centré sur les quartiers nord de Toulouse que sur l'ensemble de la ville, comme à un moment donné, il a essayé de se positionner, et notamment au moment de la municipale de 2004, avec Simon... 2001 avec Douste Blazy et avec François Simon. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le Tactique s'est un peu replié sur ses bases historiques, j'allais dire. Oui, par nécessité, parce que la situation dans les quartiers s'est quand même dégradée. Enfin, la notion d'abandon est plus forte et plus grande qu'elle ne l'était à l'époque. C'est-à-dire qu'à un moment, on sent bien que le ravin se creuse et qu'on a vécu aussi des situations en France dramatiques, des situations de confrontation directe. Donc, à un moment, la question on a aussi vu, on a aussi vu dans le quartier des gens réagir en essayant de trouver par tous les moyens des solutions pour accéder à cette parole-là. C'est-à-dire
Et donc nous, dans l'idée qu'on se fait de notre action citoyenne, c'est de permettre d'accompagner pour que cette parole se développe et pour qu'il y ait un échange possible et pour créer du lien, parce qu'on est convaincu que la solution ne viendra que des quartiers eux-mêmes. Et c'est vrai que vous parliez de parole, votre intérêt pour le slam, vous le rappeliez tout à l'heure, justement comme vecteur de parole populaire. Exactement, on a commencé d'ailleurs le début de notre histoire, c'est une association qui s'appelle Vite Écrit, et ça veut dire vidéo, théâtre et écriture. C'est-à-dire que déjà, il y a cette notion-là qui nous était apportée par des travailleurs sociaux, en fait, notamment deux femmes qui... Maïté Desbatz. Maïté Desbatz, pour la citer. Voilà, exactement, qui à un moment, dans sa démarche professionnelle, incluait une dimension de conscience qui était de dire, travaillons sur ces aspects-là, et qui nous a accompagnés pour qu'on puisse prendre notre envol en quelque sorte. Donc, et on l'a bel et bien pris. Et donc, on a toujours été dans cette démarche, dans cette idée que la culture, ce que nous on appelle la culture sociale en fait, parce qu'on a fait aussi beaucoup de socioculturel et que c'est pas pour dénigrer, c'est essentiel le socioculturel. La technicité des travailleurs sociaux, elle est essentielle parce qu'il faut répondre à un quotidien, à une urgence qui est une urgence d'insécurité au pluriel encore une fois, c'est-à-dire de logement, d'emploi, d'insécurité pour les gens, de comment ils vont nourrir leurs enfants tout simplement, au-delà du fait de se faire brûler la voiture ou pas. C'est pas la première insécurité celle-là, elle existe, mais c'est pas la première, loin de là. Donc du coup pour s'inscrire en complément de ces professionnels-là, que ce soit aussi les enseignants ou l'école, il faut un travail d'accompagnement justement à la parole, d'accompagnement à l'expression au sens large. Et ça, c'était Vite Écrit, ça c'était le travail que vous avez fait avec les slameurs à Toulouse, c'est le travail que vous avez fait avec Zebda pendant des années et que vous continuez à faire maintenant avec ce projet, cette ressortie de Motivé. Je regardais un peu votre clip hier, donc sur ce Motivé nouvelle version 2017, largement inspiré par le dub, là on va le dire, une intro quasiment dub, dub électro. Beaucoup de points, beaucoup de rage. Je me dis, le sens de la lutte est toujours là. Qu'est-ce qui vous énerve en 2017, Moustapha Mokrane ? Ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y ait pas de candidat unique à gauche, par exemple. Ça m'énerve. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal à comprendre. Non, mais bon, au-delà de ça, ce qui m'énerve, c'est tellement bateau de dire ça, mais finalement, je n'accepte pas l'idée d'injustice qui est basée justement sur la ségrégation, l'exclusion. Ce qui m'énerve, c'est de voir des enfants dormir dehors, voir des gens dormir dehors, voir des gens qui dans un pays en plus comme la France n'ont pas accès. Ce qui m'énerve, c'est l'idée même que on ne pourrait pas critiquer parce qu'on aurait de la chance de vivre ici. Ça m'énerve. Parce que je me dis c'est justement parce qu'on a de la chance de vivre ici qu'on se doit de critiquer ou d'être agressif s'il le faut. Ce qui m'énerve, c'est les jugements, un moment qu'on peut porter sur certaines radicalités. Moi, je ne suis pas quelqu'un de radical, mais il y a des moments face à un système ou une oligarchie qui en a rien à foutre. On le voit bien par rapport aux histoires de Fillon, tout ça, c'est rien à foutre. Oui, j'ai des costards et après. Et alors, quoi, tu vois, bon, donc t'as rien à foutre, il comprend même pas. Et c'est quoi le problème? Voilà quoi, et qui à un moment ne comprennent pas qu'il y a des gens qui disent si t'en as rien à foutre, moi je vais tout casser. Oui, mais parce qu'à un moment... Et que même si vous n'êtes pas agressif, de temps en temps, il faut élever la voix. Exactement. Donc il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais en même temps, moi je trouve que la colère est saine. C'est-à-dire que je pars du principe que la colère est saine, parce qu'elle est quand même un sacré remède contre le cynisme. Fin des années 80, vous participez à l'aventure Zebda, qui va vous occuper... Elle participe à nous aussi. Qui va vous occuper pendant toutes les années 90. En même temps, vous le disiez tout à l'heure, il y avait les collègues, qui a eu quand même une vie plutôt énergique et importante sur Toulouse, dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Il y avait ces Motivés. Retour de Zebda, votre projet en duo avec votre frère, d'abord
sur un projet un peu, j'allais dire, un peu rock. Ça avait été un peu la surprise de vous voir sur ce terrain-là. Vous attendez sans doute plutôt sur de la musique soul et funk, mais avec ce projet plutôt rock'n'roll, avec après Origine Contrôlée, donc ce retour sur la musique qu'écoutaient vos parents, et avec toujours cette idée dans la tête de collectif, de révolte, de la chanson, ça sert aussi à pouvoir faire passer l'idée qu'il faut de temps en temps se bagarrer pour avoir quelque chose. On a l'impression qu'au fil des années, vous n'êtes pas calmé. Oui, on n'est pas calmé parce que, en fait, d'abord, on n'est pas calmé parce qu'on est nourri de notre activité de musicien. C'est-à-dire que c'est la chance de notre vie. On est des enfants de l'immigration algérienne, aussi des enfants d'ouvriers. On a grandi. C'était inimaginable d'avoir la vie qu'on a eue. C'était même pas pensable. Fantasmable, oui, mais pensable, non. Et je crois qu'on a très vite compris à quel point c'était vraiment une opportunité en or d'avoir une vie vraiment cool. Et donc, du coup, je pense que ça nous a nourris complètement et que ça nous nourrit encore. C'est-à-dire par rapport... Alors, l'idée de se calmer, c'est surtout l'idée de... Par exemple, j'ai toujours autant de plaisir. Bon, être sur scène, c'est une banalité de le dire, mais j'ai toujours autant de plaisir à rencontrer les gens. Après le concert, avant, on organise autour de la tournée motivée ce qu'on appelle les Agora Before Show ou After Show, c'est-à-dire on crée les conditions d'une rencontre avec les gens. On part du principe qu'on va raconter l'aventure électorale et citoyenne et de démocratie participative qu'on a vécu nous ici à Toulouse avec Motivé-E-S. Et donc on va rencontrer d'autres démarches. Et ça, j'adore ça. J'adore ça parce que ça fait 25 ans, pratiquement 30 ans que je fais des tournées. Et je veux dire, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est les hôtels, quoi. Passer mon après-midi à l'hôtel, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est être au contact des gens. J'adore cette idée qu'à un moment, dans un bled, que ce soit en milieu rural ou au cœur d'une cité, d'un quartier en milieu urbain, qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour faire des choses, quoi. Je trouve ça fantastique. Et souvent, on est confronté à des raisons énervantes. C'est-à-dire qu'ils partent d'un postulat. Ils sont dans le combat, ils s'arrachent pour que ça puisse se faire. Et donc, ça, moi, je trouve ça formidable. Et je dirais que c'est ce qui fait sûrement qu'on a toujours cette dimension, au travers de notre colère, de notre rage, on a cette dimension positive, finalement. On va parler sur les 2 dernières minutes qui viennent là quand même des 5 morceaux qui sont les nouveaux morceaux de cette réédition de Motivé. On y retrouve un morceau de Myriam Makeba. On doit y retrouver un morceau de Léo Ferré. L'âge d'or. Voilà, l'âge d'or. Donc il y a une nouvelle version de Motivé. Le 4e, je ne me souviens plus. C'est Sabra Ouchatila. Alors, c'est pas celui-là. Pour moi, c'est le 5e. Le 4e, c'est lequel ? C'est Police on My Back. Voilà, donc des Clash, mais un vieux morceau d'Eddie Grant, exactement. Mais qui avait été popularisé par les Clash dans les années 80, fin 70, début 80. Et puis, il y a ce morceau, Sabra et Shatila. Pour les plus jeunes d'entre vous, rappelez simplement que Sabra et Shatila était un camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth et qu'il a été visité par des milices libanaises, sans doute chrétiennes, épaulées par l'armée israélienne. Et ils ont massacré 3000 personnes à coups de couteau et de hache. J'étais en train d'essayer de me souvenir du nom du général israélien qui est devenu après Premier ministre. Voilà, c'était Sharon qui menait la danse. Et dans les années, donc ça c'est une histoire qui s'est passée à la fin des années 70. C'est 82. Et juste avant de mourir, Jean Genet avait écrit un long texte autour de Sabra et Shatila, une journée à Sabra et Shatila, texte qui avait été publié, si je me souviens bien, dans la revue palestinienne, qui à l'époque était dirigée par Leila Chaïd, donc l'ancienne représentante de Yasser Arafat en France, qui après est devenue la déléguée palestinienne en Europe. Et de ce texte-là, il y a cette chanson que vous chantez. 2-3 mots sur ce texte, cette adaptation. Alors la chanson, c'est une chanson d'un groupe marocain qui s'appelle Nasser Riouane, qui est un groupe révolutionnaire marocain, un groupe très engagé qui a chanté, qui a chanté pour la démocratie au Maroc. Et ils ont chanté cette chanson qu'on a toujours entendue finalement depuis qu'on est enfant, une chanson vraiment exceptionnelle, qui nous a toujours beaucoup émus par rapport au drame que ça représente. Donc on a eu
envie de faire cette chanson et de la rajouter parce qu'on avait aussi envie d'inclure dans cette dimension-là la dimension palestinienne parce qu'elle fait partie de notre identité politique. Depuis qu'on est enfant, on entend parler de la Palestine comme une idée de la résistance et ça a été un peu le cas d'ailleurs pour l'Afrique du Sud et l'apartheid à un moment donné. C'est-à-dire on se fait une idée ou les Irlandais ou... On se fait comme ça une idée un peu romanesque de la résistance et la Palestine fait donc partie de notre identité politique en tant qu'en plus problématique non réglée loin de là et avec une colonisation qui se poursuit. Donc on vit quand même dans une autre époque, hein. C'est d'un autre temps. Donc on avait envie d'inclure ça et puis on a donc découvert ce texte de Genet, vraiment où donc il passe 24 heures dans le camp juste après les massacres. Donc quand il se balade dans le camp, il y a des cadavres partout. Et donc, avec sa dimension de poète, il arrive à dire ce que personne ne pourrait raconter. Alors, il y a des dimensions très, très difficiles dans ce texte, dans son ensemble. C'est un texte assez court, enfin, c'est un livre assez court, mais qui est quand même très, très fort, très poignant. On a vraiment l'impression d'y être avec lui. La poésie permet, enfin, son écriture, sa capacité comme ça, poétique permet de dire l'indicible. Et de transcender les événements complètement dramatiques qui se sont passés pendant cette journée-là. Et donc on a eu l'idée de demander à Laïla Chaïd, puisque c'est elle qui l'accompagnait, que c'est son amie, que c'est aussi quelqu'un qu'on connaît bien. Et c'est elle donc qui l'a publié, la première. Exactement. Et on lui a demandé de dire le texte au début de la chanson. Voilà, donc on écoute ce morceau Sabra et Shatila, extrait donc de cette réédition 20 ans plus tard de Motivé, on va rester motivé. Je vous ai pas fait l'insulte de vous passer le morceau, je pense que vous le connaissez tous. Par contre, ce Sabra et Shatila là, je pense que vous allez le découvrir. Merci beaucoup en tout cas Mustapha Mokran. Merci d'être venu nous parler de cet album. Je rappelle le 30 et le 31 mars prochain, jeudi et vendredi prochain, l'ensemble des Motivés seront à la Bourse du Travail, place Saint-Cernin à Toulouse, pour un concert autour de cet album. Il y a aussi des rencontres avant le concert du 31 avec Christophe Robert, ça s'appelle Motivé pour un toit. Christophe Robert, le directeur de la Fondation Abbé Pierre, Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole du DAL, Martinez aussi, le secrétaire général de la CGT. Très bien, voilà. Et maintenant, on écoute Sabra et Shatila, extrait de cette réédition de l'album Motivé. Mustapha, merci d'être passé ce soir. Merci à vous. Sur les bases palestiniennes au printemps 71, la beauté était subtilement diffuse, dans une forêt animée par la liberté des Fedaïm. Dans les camps, c'était une beauté encore différente, un peu plus étouffée, qui s'établissait par le règne des femmes et des enfants. Les camps recevaient une sorte de lumière venue des bases de combat, et quant aux femmes, l'explication de leur éclat nécessitait un long, complexe débat. Plus encore que les hommes, plus que les Fedaïm au combat, les femmes palestiniennes paraissaient assez fortes pour soutenir la résistance et accepter les nouveautés d'une révolution. دنيا سكتت سايون دارت ما بغات دنيا سكتت سايون دارت ما بغات صبرة وشتيلة وزارة كبيرة صبرة وشتيلة وزارة كبيرة أطفال ذبحت شيوخ وعيالات أطفال ذبحت شيوخ وعيالات
كثرت القجيرة صبرة وشجيرة كثرت القجيرة جبال ويدن جوابان جبال ويدن جوابان دنا 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 عربن سكتات سايون دارت ما بغات عربن سكتات سايون دارت ما بغات صبرة وشجيرة بجارة الكبيرة صبرة وشجيرة بجارة الكبيرة اطفال الذبحات شيوخ وعيالات اطفال الذبحات شيوخ وعيالات دنا 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 Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Jim. Daphne, I love you. I love you, professeur Thibault. Oh, bonjour, enfin bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, professeur. Vous êtes arrivé complètement épuisé, coincé dans le métro. Vous êtes arrivé à 100 à l'heure pour être juste au moment où vous devez prendre le micro. Voilà, ce sont les aléas de la vie contemporaine. Ah ouais, mais alors là, je dis... nous ne comprenons plus. Vous êtes carrément quand même raccord. Oui, j'essaye en tout cas, oui. Ça aurait pu donner un mauvais raccord, comme ce dont je vais parler ce soir. Très bien. Intituler cette chronique, c'est super. J'aurais dû intituler cette chronique d'ailleurs Mauvais raccord. Eh bien très bien, intitulons-la comme ça, Mauvais raccord ce soir. On va l'appeler comme ça. Alors, alors pour une fois, je vais parler d'actualité, parce que vous savez que je me permets de temps en temps, dans votre émission, donc, de remettre un petit peu, enfin, ce que j'estime être remettre les pendules à l'heure. Donc, on va parler d'un film qui s'appelle Grave, dont vous avez peut-être entendu parler. Oui. Très certainement. Oui. Donc, qui est sorti. Que je n'ai pas vu. Voilà, alors que moi j'ai vu, alors vous voyez quand même, je sors quand même de ma tanière quelquefois. Voilà, mais c'est pour ça que vous êtes notre spécialiste cinéma ici. Exactement, parce que vous allez quand même voir des films. Oui, il faut moi je peux pas. Que je me plonge dans l'obscurité pour voir des images avec du son dessus, en principe. Et des gens qui bougent. Et voilà, et des choses qui bougent sur l'écran. Alors, Grave, pour récapituler un petit peu la situation, est un film donc de Julie Ducorneau, qui est une jeune réalisatrice qui a 32 ans.
qui est donc, alors c'est classé, parce qu'il faut bien classer les choses quelque part, donc c'est classé dans, voilà, c'est un film d'horreur franco-belge. Voilà, donc c'est pas très sexy déjà au départ. Mais c'est un style à lui tout seul, ça, le film d'horreur franco-belge. C'est peut-être un style à lui tout seul. Faudrait que je me penche sur la question, mais on doit pouvoir arriver à dégager des choses. Donc c'est un film produit par Julie Gaillet. Alors ça a son importance. Voilà, donc Julie Gaillet qui est une connue, actrice. Voilà, une actrice. Mais plus connue ces derniers temps comme l'officielle. Alors, vous voyez, voilà, comme Madame officielle, on va l'appeler comme ça. Alors vous allez voir comme tout se mélange quand même, parce que donc du coup je vais remonter au au dernier festival de Cannes. Donc Grave est projeté à la semaine de la critique. Donc c'est un film produit par Julie Gaillet et donc c'est un film d'horreur. Alors déjà donc on commence à s'étonner un petit peu, on s'étonne beaucoup. Alors quand on apprend après que c'est un film donc réalisé par une jeune réalisatrice de 32 ans, on s'étonne encore plus. Alors parce que déjà le cinéma de genre est un peu sinistré en France. Il faut bien le dire, on n'y arrive pas. Quoi qu'on fasse, voilà, il y a quelques cas isolés, mais on va dire qu'il n'y a pas de véritable mouvance et qu'il n'y a pas de véritable engouement, ceci dit, de la part du public pour ce type de cinéma qui marche d'ailleurs très bien en DVD, en VOD, etc. Mais dans les salles, bon, c'est un petit peu difficile, quoi. Et donc ce film-là, semaine de la critique. Alors le premier truc, un film d'horreur produit par Julie Gaillet, donc petit engouement. Donc les gens commencent à voir les éminents critiques donc qui font notre belle presse française commencent à voir ce film et à se dire c'est formidable, c'est formidable. Alors oui, alors c'est un film, mais c'est un film de cannibale. Alors on mange des gens, de la chair humaine et tout. Ça fait peur, c'est dégueulasse de manger de la chair humaine. Moi j'espère ne jamais y être confronté, quoi. Et d'y être obligé, oui. Et là, alors se passe ce qui devait se passer, hein, comme on dit. C'est-à-dire que le film va commencer à devenir une sorte de bête de festival. C'est un film qui va faire énormément de festivals. Il va y avoir pas mal de promos d'ailleurs, et du coup la promo est assez intelligente là-dessus. Mais là je vais pas développer parce que ce serait trop long. Donc ce film devient une bête de festival. Les réseaux sociaux bien sûr relient la chose. Donc alors tout le monde c'est un petit peu l'engouement voilà pour un film de cannibale franco-belge. Donc moi je suis curieux. Alors et je me déplace pour le film de cannibale franco-belge. Ouais. Surtout que alors bien évidemment les interviews se sont multipliées et vous savez que maintenant il est très 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 difficile d'aborder un film d'une manière totalement vierge. C'est-à-dire qu'on est soumis constamment à beaucoup de choses avec Twitter, Facebook, machin truc, des bandes annonces, enfin bref, l'information circule vite. On arrive toujours à accrocher un bout d'interview. Et donc là, les références commencent à pleuvoir. Donc on parle de David Cronenberg, vous voyez, on parle de choses comme ça, quoi. Alors je suis d'autant plus curieux. Je me dis mais là c'est formidable. Là il faut vraiment que tu te déplaces pour voir cette chose. Alors bon. Donc le film que j'ai vu hier soir, alors c'est tout frais, mais je pense pas de devoir changer d'avis. Bon, il faut remettre les pendules à l'heure. C'est un premier film. Donc basiquement l'intrigue très vite fait, c'est une jeune fille qui est admise dans une école vétérinaire. C'est une jeune fille qui est végétarienne, qui va subir un bizutage un petit peu particulier, puis ça, après avoir absorbé après avoir mangé un bout de rein de lapin. Tout cru, hein, voilà. Mais il y avait un shot par derrière, donc ça rassure. Hein, c'est les étudiants, vous savez, ils s'amusent de peu. Et donc elle va redécouvrir le goût non seulement de la viande, mais aussi de la chair humaine. Voilà. Donc, alors, basiquement, comme ça, on se dit, c'est un film très, très sérieux, etc. Alors là, c'est là où le bas blesse, parce qu'en fait, c'est un film qui fonctionne sur un peu de vitesse. Si vous voulez, effectivement, je pense que Julie Ducorneau a pas mal de talent pour filmer tout ce qui touche au corps, parce que c'est un film, en fait, sur un parcours initiatique, une découverte de la sexualité, une émancipation, quelque part. Alors, je sais pas, par contre, si c'est un film féministe, on emploie beaucoup le mot. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. Mais et c'est vrai qu'on retrouve des choses de David Cronenberg, mais là où le bas blesse, c'est que c'est un peu David Cronenberg rencontre American Pie.
Voilà. Et comme ça paraît plutôt indigeste. Là, il se passe que, voilà. Alors, c'est pas indigeste, hein. Ça reste un petit film qui a, à mon avis, pas mal de problèmes au niveau de sa narration, pas mal de problèmes au niveau de l'écriture de ses personnages. Et de dire que c'est un petit film, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et que voilà, quand on commence à faire un film, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est normal que quand on fasse un premier film, forcément, il y a des choses qui vont pas. Voilà. C'est un premier film. C'est tout à fait logique, c'est un métier et ces gens doivent l'apprendre. Donc voilà, point barre. Mais je reviens à ce truc de David Cronenberg rencontre un peu American Pie. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver un peu à un moment donné dans une situation extrêmement violente, extrêmement déplaisante, qu'on va en fait tempéré par presque des gags ou des situations comiques. Et alors, je peux pas m'empêcher de dire, ça c'est les films de Petit Malin. Alors, je sais pas si Julie Ducournau a voulu faire sa petite maline, mais en tout cas, moi j'y vois le problème en fait que si ce sujet, parce que c'est un thème aussi, et là aussi le film est un peu bancal parce qu'on traite plus un thème qu'une histoire, et ça c'est un petit peu dommage. Il faut pas oublier que quand on veut raconter une histoire, il faut d'abord raconter cette histoire et ensuite on peut effectivement, si on est un peu finot, traiter son thème, mais d'abord l'histoire. Et là l'histoire est un peu bancale. Donc on a des séquences, le cannibalisme, oula, ça va faire mal, et puis clac. Voilà, donc alors il y a un gag qui vient tempérer ce truc-là. Là, c'est dommage parce que je trouve que c'est le défaut des cinéastes, des jeunes cinéastes actuels, qui n'arrivent plus à traiter la violence. C'est-à-dire que il y a une scène abominable. Je vais pas tout révéler, mais on a à un moment donné donc cette jeune fille qui découvre son corps, etc., qui à un moment donné se retrouve devant un doigt coupé. Et décide de manger ce doigt. Voilà. Et donc, il y a un gag qui va faire éclater de rire la salle. C'est un gag qui est voulu, qui marche assez bien. Mais du coup, cette séquence qui aurait pu être vraiment très, très, très puissante, il y a ce petit quelque chose, en fait, qui va venir vous sortir du film. Et c'est vrai que après, si vous regardez les premiers films de David Cronenberg, que ce soit Rage, Frisson, Chromosome 3, etc., sont des films qui sont particulièrement durs, surtout physiquement. C'est quelqu'un qui adorait filmer le corps et qui savait faire preuve d'humour dans ces séquences-là, mais avec vraiment avec beaucoup de subtilité. Et là, je trouve que c'est pas le cas. Voilà, là, je trouve que c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai trouvé ça comme référence American Pie, mais ça aurait pu être une autre comédie teenage. Donc on se retrouve un peu à la croisée des genres en fait, et où finalement c'est un film un peu bâtard, voilà, qui assume pas d'ailleurs totalement son côté horrifique et qui assume pas totalement son côté comique, et qui en fait veut faire plaisir à tout le monde. Et ça, à mon avis, c'est une erreur redoutable au cinéma. Il ne faut jamais faire plaisir au public. Il faut faire son truc. Si le public marche, tant mieux. Si le public marche pas, tant pis. Ça ira mieux la prochaine fois. Exactement, ça ira mieux la prochaine fois. On réajustera le tir, etc. quoi. Voilà. Et mais ça, c'est pas le plus grave. Donc ça, c'est mon avis par rapport au film. Donc ce côté un peu bancal. Voilà. Je suis désolé, hein, Julie, si tu m'écoutes. Par contre, le plus grave, ce que je trouve, c'est l'engouement critique par rapport à ce film. C'est-à-dire que critique de cinéma, c'est un métier. On est censé quand même connaître pas mal de choses, les grands mouvements de cinéma et tout, etc. Et que là, il y a une espèce d'unanimité critique sur ce film-là. Alors, encore une fois, je me pose la question. Je ne comprends pas trop, en fait, pourquoi on en arrive à à une telle unanimité. Voilà, parce que là, on a l'impression d'avoir affaire presque à un Orson Welles, quoi. Voilà. Voilà. Et je trouve ça assez dément. Ceci dit, après, je pense pas que ça fasse du bien, en fait, à quelqu'un qui a fait un premier film de se retrouver un peu dans quelque part une tourmente un peu médiatique comme ça, parce que quand on vous dit que vous êtes génial, si tout le monde le dit, au bout d'un moment, vous allez le croire. Donc voilà. Alors j'espère qu'elle ne le croit pas. Voilà. J'espère que ça va retomber un peu sur terre. Et encore une fois, ce n'est pas un mauvais film. Encore une fois, si les critiques veulent m'appeler, moi je veux bien me donner quelques cours, ça voilà, 06 15 29 51 79. Et je vous toujours jure, pareil, je suis prêt. C'est son numéro. Oui, c'est mon vrai numéro. C'est voilà, je peux organiser des stages en week-end, voilà, où on reprendra un petit peu l'histoire du cinéma, où voilà, on regardera des films essentiels, et comme ça, on pourra peut-être arriver à
un jugement à peu près de film, voilà, qui sera à peu près valable. Donc voilà. Ça, voilà, j'y tiens. J'ai jamais eu personne en stage jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les gens ont peur. Ouais, voilà. Ça peut être un nouveau métier. Voilà. En tout cas, encore une fois, ce n'est pas un mauvais film. C'est un petit film qui mérite largement d'être vu. Voilà. Mais ça n'est pas le chef-d'œuvre autoproclamé. Voilà. Ce n'est pas le chef-d'œuvre autoproclamé. Et avec une petite pensée donc pour l'actrice principale donc qui s'appelle Garance Marillier, voilà, qui par contre elle est vraiment excellente, voilà. Et qui montre bien l'écran. Voilà, de naturel comme ça. Et quant à Julie Ducorneau, j'ai trouvé une petite phrase qui est parue dans un article de Télérama que je ne résiste pas à vous lire. Dans Grave, le geste cannibale est de l'ordre du punk. Alors, chère Julie Ducorneau, je veux bien aussi te donner une formation de punk. Voilà. Et je répète encore mon numéro 06 15 29 51 79. Si tu m'écoutes, on passera un petit week-end ensemble et tu verras, après ça ira beaucoup mieux. Et là, vous verrez qu'est-ce que c'est le punk. Fred Thibault, professeur Thibault, merci d'être passé ce soir pour ce remontage d'horloge, toujours de bon aloi. On se retrouve peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais enfin très 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 vite.
Voilà, on vient d'écouter World Service Project du free jazz prog anglais. Ce soir à l'Impro à 20h30, précipitez-vous, nous sommes le vendredi 24 mars et donc le World Service Project du free jazz prog sera à l'Impro. Ils sont anglais, ils viennent de balancer l'article 50 de la Convention européenne, ils vont partir de l'Europe, mais tant pis, ceux-là on les garde, précipitez-vous à l'Impro à partir de 20h30, ils sont formidables. Manu, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve dans 2 minutes pour parler d'un des concerts de la longue liste que je vais énoncer maintenant, puisque en ce vendredi 24 mars, il y a vraiment pléthore et encore on n'a pas tout marqué. Par exemple, ce soir de l'afro-funk avec Tante Jaco, concert gratuit dans la cour de la Cinémathèque à l'occasion du festival Ciné Latino. Soirée pop folk avec Alone with Everybody, Charles H et The Shapers aux connexions à partir de 19h. Également ce soir, les Quepons des Bois. Alors ça, c'est du punk rock plutôt endiablé, complètement déjanté. C'est à la dernière chance et ça commence à 20h. Si vous avez jamais vu les Quepons des Bois, précipitez-vous. Je pense que parfois même notre bon professeur Thibault officie derrière les Quepons des Bois. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il me semble bien. Beresco, ça c'est des chants basques en duo, quasiment a cappella au Centre culturel Saint-Simon à 20h. Délinquante de la chanson à la salle Nougaro à 20h30. La recette, une jeune formation toulousaine jazz prog au Chapeau Rouge à l'espace Saint-Cyprien à 21h dans le cadre du Drum Summit. Au Cri de la Mouette à 21h, Daria, Fuzzcake, Mac Jacket is Yours et The Wamp Shakers. Punaise, les mecs, arrêtez de prendre des noms aussi compliqués. Je sais pas, moi, on peut pas s'appeler les sauvage et comme ça tout le monde sera content. Non, ou les chaussettes noires. Non, my jacket is yours. Non, s'il vous plaît, vous voulez quoi? C'est de l'humiliation. À longueur de temps, c'est de l'humiliation, ça, de trouver des noms aussi compliqués. Enfin, je rappelle, au Cri de la Mouette à 21h, Daria, Fuzzcake, my jacket is yours et The Wamp Checkers dans le cadre de la semaine du rock. Excellente semaine du rock qui se termine dimanche et concert également demain au Rex de cette semaine du rock. Et puis Addis Black Mamba, c'est de l'étude jazz ce soir au Communard à partir de 21h. Et puis Manu Muret ce soir à Mixarmiris, le Sonic Protest. On en parle depuis 3 semaines, mais c'est vraiment l'événement du week-end à Toulouse. Ouais, carrément. J'ai écouté tout à l'heure votre invité parler des vertus de travailler en collectif et que c'était mieux. Et c'est un petit peu ce qu'on fait sur cette soirée-là, où justement on est quelques associations à Toulouse à défendre une façon différente de faire de la musique, à se battre contre une certaine normalisation, essayer de sortir un peu des sentiers battus. Et là, sur le coup, on s'est unis, en tout cas une bonne partie de ces assos pour ce soir, avec un pavé dans le jazz et avec Eddie Boubaker et son asso Un Rêve Nu pour proposer ce soir à Mixart-Miris le Sonic Protest, la version toulousaine. Oui, puisque le Sonic Protest, c'est avant tout un festival parisien, et puis cette année, ils arrivent à Toulouse. Ouais, c'est ça. C'est aussi le fruit du fait qu'à Toulouse, depuis quelques années, il se passe de plus en plus d'événements autour des musiques différentes. Il y a de plus en plus de gens qui viennent à ces événements. On a vraiment la chance d'avoir un public extrêmement curieux à Toulouse. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Étudiant. Pas que, je crois que c'est tout terrain. Je crois que les gens sont, je sais pas, on a de la chance. Il y a vraiment de la curiosité. Les gens viennent voir, reviennent, et c'est vrai que on a, nous, avec Un Archer dans le Yucca, c'est le cas aussi de tous nos copains avec qui on co-organise cette soirée. On a la chance de voir de plus en plus de gens venir et s'intéresser à des musiques qui avant étaient un peu ostracisées, parce qu'il y a des gens comme vous aussi pour se faire le relais de ces événements-là. Et pour nous, c'est super important. Donc merci, on aime tout le monde. Bien entendu. Et donc le Sonic Protest, vous allez nous en redire 2 mots juste après mon intervention, avec surtout, moi ceux-là, je veux les voir, les Fly Luttenbacher, une reformation. Fly Luttenbachers. Baker, allez-y comme vous pareil, voulez. C'est comme My Jacket is Yours, on aurait pu faire un effort. Exactement, Luttenbachers, donc groupe que l'on avait perdu, qui n'était plus sur les radars depuis quelques années, peut-être une petite décennie, et là qui se reforme à l'occasion de ce Sonic Protest. Ouais, c'est vrai.
vraiment une chance incroyable parce que c'est vraiment un groupe mythique, si j'ose dire, dans une certaine scène et qui a marqué beaucoup de musiciens, y compris au sein de la jeune scène musicienne de Toulouse. Et c'est une chance incroyable. Quand les Sonic Protest de Paris nous ont proposé ce plateau-là, on a fait ouais, ben d'accord, très très bien, quoi, super. On est vraiment très contents. Ça se reproduira peut-être pas de sitôt. Et voilà, pour tous ceux qui pensent avoir raté les Flying Luttenbachers, ben ils sont encore là, 15 ans après. Et c'est vraiment un événement unique. Super content de recevoir ça. Enfin, toute la soirée de toute façon est magnifique. Il y a Zou aussi qui nous a envoyé par la semaine dernière, voilà. Un groupe de noise, de free noise, avec un chanteur indonésien absolument monstrueux. Exactement, ouais, qui va valoir le détour. Il y a notre ami Eddie Brubaker qui co-organise la soirée, qui ouvre avec le groupe The End. Et là, ce soir, je voulais m'arrêter sur le groupe qu'on a amené nous avec un archer dans le Yucca, à savoir le groupe Happy Wiz, qui nous vient tout droit du collectif bordelais Les Potagers Nature, qui nous régale de très bons sons depuis des années, qui sont à mi-chemin entre le rock, le jazz. Il y a un petit côté krautrock aussi, un côté trance. Enfin, c'est extrêmement riche. Un petit influence musique contemporaine, il y a un petit peu de tout, c'est très riche, tout en étant complètement je vais pas dire accessible, mais ouais, dans le bon sens du terme, très facile à recevoir et qui vous amène vraiment partout, quoi. Et c'est vraiment très très riche. J'ai amené un morceau là justement, si on peut en écouter un peu. Ah ben oui, Happy Wiz, donc dans le cadre de cette soirée du Sonic Protest à Mixarmiris ce soir, donc avec Flying Luttenbachers, vous dites Luttenbachers. Ah ouais, bon, j'ai jamais fait allemand. Flying Luttenbachers, Happy Wiz, Zoo et The End. Donc ça, c'est la soirée de ce soir au Sonic Protest, et puis demain ça se passe au collectif IPN. Exactement. Voilà. Demain, ça se passe au collectif IPN avec 2 projections de films, avec des interventions de musiciens improvisés, où l'excellent Joaquin Rodriguez va faire un petit peu de trompette et de sound, de body sound. Il va y avoir Lucie Laric aussi au violon. Voilà, c'est une très belle soirée à l'IPN. Ça, c'est là-dessus que le Sonic Protest s'achèvera. Mais Happy Wiz, c'est tout de suite. C'est ce soir à Mixarmiris, tout de suite dans Caramel Mou. Quelques heures, ouais. C'est tiré d'un album qui s'appelle 100 000 euros à 5000 degrés, parce qu'il est expliqué sur cet album que la statue de Jacques Chaban-Delmas posée sur la place centrale de Bordeaux a coûté 100 000 euros et qu'il suffirait d'un four à 5000 degrés pour la faire fondre. Ce qui serait finalement une excellente idée. Happy Wiz de Bordeaux ce soir à Mixarmiris dans le cadre de la 2e soirée Sonic Protest, la première ayant eu lieu la semaine dernière à la Beige.
L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel mou. Voilà, c'est avec ce jingle de Wally, l'inénarrable Wally, que Caramel Mousse s'achève aujourd'hui. Je veux simplement vous préciser que samedi prochain, c'est demain soir, 25 mars, il y a quand même des choses incroyables qui se passent à Toulouse. Donc, on le disait tout à l'heure, mais le 25 mars, il va y avoir The Tigers Lilies, un concert des Tigers Lilies, formation anglaise, là aussi complètement légendaire, autour d'une espèce de cabaret punk rock extraordinaire. Si vous ne les avez jamais vus, ils arrivent masqués, c'est autant de la musique que du théâtre, et ça aura lieu au théâtre Sorano le 25 mars à partir de 20h samedi. The Tiger Lilies, vraiment à ne pas rater, un groupe qui a un culte en Angleterre. Autour de ce groupe-là, il y a vraiment un culte, et si vous les voyez sur scène, vous comprendrez pourquoi. Voilà, allez, Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui. Il y a plein de propositions culturelles pendant tout le week-end, de la musique, il y a toujours des expos géniales. N'oubliez pas que les abattoirs sont toujours axés sur les nouveaux réalistes dans le cadre des 40 ans de Beaubourg. Une expo magnifique. Il y a Intérieur Court dont on parlera la semaine prochaine aux Augustins. C'est là aussi une exposition formidable. Il y a plein de choses à Toulouse. Il fait beau. Profitez-en, bordel. Sortez!